Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Spatialist sur la chaîne String Theory. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma planète préférée, évidemment, c'est Mars, mais d'une mission dont on n'entend pas beaucoup parler malheureusement. Et pour en discuter justement, j'ai invité Charles et Yana. Bonjour Charles. Bonjour. Charles, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire quelle est votre fonction aujourd'hui ? Je m'appelle Charles Yana, je suis le chef de projet de InSight au CNES. Donc CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, l'Agence Spatiale Française. Et en fait, c'est une mission particulière pour le CNES, la mission InSight, parce qu'on a un instrument qui est français, qui s'appelle SEIS, et c'est l'instrument principal de cette mission. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette mission InSight ? InSight fait partie du programme Discovery, donc c'est des missions un peu plus, je veux pas dire low cost parce que ça reste des missions à $1 milliard, mais c'est des missions, on va dire, un peu moins chères et qui permettent en fait des objectifs différents. Et la mission InSight, elle a un objectif différent des autres missions qui sont la recherche de la vie, qui sont l'exploration de la surface de Mars. Là, c'est vraiment la caractérisation de l'intérieur de la planète. On connaît bien Mars, on connaît bien la surface, on connaît bien l'atmosphère, on a des orbiteurs, on a des rovers, on a commencé un peu à forer la surface de quelques centimètres, mais finalement, on n'avait pas l'information de l'intérieur de la planète, et c'est pour ça qu'on a fait cette mission. On cherche à caractériser le manteau, le noyau, la croûte, les interfaces entre les différentes couches et les différents éléments à l'intérieur de la planète. Pourquoi on cherche à faire ça ? Pour mieux caractériser Mars, parce qu'on n'avait pas vraiment l'information de pourquoi Mars a évolué d'une certaine manière, pourquoi la Terre a évolué d'une autre manière. Elles ont été créées à peu près en même temps, mais elles ont évolué de manière complètement différente. On ne comprend pas bien pourquoi il y en a une qui est plus petite que l'autre alors qu'elle devrait être plus grosse, ce genre de questions. Pour pouvoir y répondre, on a besoin d'aller sonder l'intérieur de la planète. Et ça se fait avec une technologie qui s'appelle la sismologie. Donc on a pu placer un instrument français sur cette mission, qui se trouve être l'instrument principal. En fait, la mission a été faite autour du sismomètre. Si je résume bien, on a un atterrisseur, donc un engin qui a atterri et qui ne bougera jamais. Et on a un instrument principal qui est SEIS, donc le sismomètre, qui a été déposé, il me semble, un petit peu plus loin de l'atterrisseur. La grande particularité de cette mission, et la grande difficulté en fait pour la phase opérationnelle, c'est que le sismomètre, s'il reste sur le pont de l'atterrisseur, il va n'enregistrer que le bruit sismique associé à l'atterrisseur. Il va enregistrer les vibrations des panneaux solaires, parce qu'il y a du vent sur Mars qui fait vibrer les panneaux solaires, ils sont immenses, et on a un sismomètre qui est ultra sensible, il est capable de détecter des déplacements du sol de la taille d'un atome, un angstrom, donc c'est ultra sensible, mais on a besoin de ce degré de précision, parce qu'en fait les sismomètres, leur principe de fonctionnement, c'est de fonctionner en réseau. Sur Terre, on a des réseaux de stations un petit peu partout, et en fait, on corrèle et on utilise les signaux des différentes stations pour en déduire la direction, l'intensité et surtout l'origine des différents séismes qui sont détectés. La difficulté sur Mars, c'est qu'on n'avait qu'une seule station. Donc en fait, on a mis 3 capteurs sismiques à l'intérieur, donc un conce dans une sphère, et pour recalibrer entre guillemets l'instrument et pour définir à partir d'une seule source la direction, l'origine et l'intensité des signaux sismiques qui sont mesurés, on avait besoin que ça soit ultra précis et surtout on avait besoin qu'il soit déposé sur le sol martien. La difficulté, ça a été de prendre avec le bras robotisé cet instrument et de le déposer sur le sol martien. Il faut faire très attention, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer, donc on est très très précautionneux. Pour SEIS, le déploiement a pris à peu près 2 mois. Parce que là, le challenge supplémentaire, ça a été pas uniquement de déposer l'instrument sur Mars, mais en plus de ça, on a eu besoin, pour le protéger du vent, du froid, de la poussière, de déposer un bouclier thermique, la grande marmite blanche que l'on voit. En fait, c'est pas ça, SEIS. Ça, c'est le bouclier thermique qu'on a déposé sur SEIS pour le protéger et pour qu'il soit une sorte de petit igloo dans un environnement le plus stable possible et surtout le plus calme.
Est-ce que l'instrument a tout de suite fonctionné comme vous l'imaginiez et est-ce qu'il a donné des résultats? Est-ce qu'il a entendu des choses de l'intérieur de Mars? Très rapidement, on a commencé à enregistrer des séismes, beaucoup de séismes. Rapidement, quelques dizaines, centaines. On est arrivé à 400, 500 séismes assez rapidement, dont une vingtaine d'intérêts scientifiques majeurs. Parce qu'on enregistre des séismes, mais pas que. On enregistre aussi des événements sismiques, mais qui ne sont pas forcément des Marsquakes ou des tremblements de terre qui viennent de l'intérieur de Mars. Souvent, c'est aussi de la croûte en surface qui vient craquer, qui vient se faire compresser. Les séismes qui ont été détectés par SEIS sont beaucoup plus nombreux qu'attendus. On ne s'attendait pas à en voir autant, mais ils sont aussi de magnitude plus faible que ce qu'on espérait détecter. En fait, on a besoin d'un séisme pour caractériser vraiment le cœur de Mars, l'intérieur, le noyau. C'est ça vraiment qu'on cherche à caractériser. On a besoin d'une onde sismique de forte magnitude qui viendrait traverser le noyau et partir par exemple de l'autre bout de la planète et traverser le manteau, le noyau, différentes couches, subir différentes altérations, même parcourir aussi la surface de Mars. Ça peut faire une fois, deux fois, trois fois. Et donc à partir d'une magnitude 4, 4,5, voire 5, on est capable de caractériser vraiment l'intérieur de la planète. Là, on est plutôt autour de entre 3 et 3,6 pour les plus gros. 3,1, 3,2, je crois que le maximum c'était 3,6 de magnitude, donc sur l'échelle de Richter. Donc c'est pas encore suffisamment important en termes de magnitude pour avoir traversé le noyau. On sait qu'il y a beaucoup de volcans sur Mars, dont le plus gros volcan du système solaire, Olympus Mons. Est-ce qu'on sait s'ils sont liés aux volcans ou pas du tout? Ou est-ce que ces volcans sont vraiment plus du tout en activité et ne le seront plus jamais? Alors ils sont liés, mais pas directement par un volcan qui est rentré en éruption. On n'est pas du tout là-dedans sur Mars. La prédiction avant d'atterrir sur Mars, c'était qu'une zone allait être active sismiquement. C'est la zone de Cerberus Fossae qui avait été repérée depuis l'orbite et qui est liée à des volcans parce qu'il y a une zone volcanique pas très loin. Et en fait, c'est pas directement un volcan en surface qui crée des séismes. Par contre, en profondeur, on sait qu'on a une sorte de plaques qui viennent bouger à l'intérieur de la planète et on sait que ces mouvements-là créent des séismes. On est à peu près à 1600 km à l'est du site d'atterrissage d'InSight. Et comment on savait que c'était une zone possiblement sismiquement active? Parce que depuis l'orbite, on avait repéré une sorte de grand canyon où on voyait qu'à l'intérieur, il y a de la lave qui avait coulé. Et en fait, on est capable de détecter, par exemple, sur une sorte de grand canyon, il y a des pierres, il peut y avoir des éboulis qui tombent, vraiment on arrive à voir depuis l'orbite. Et ça, c'est des choses qui sont détectées par SEIS. Donc là, les séismes qui ont été détectés, ils viennent tous de cette zone. Les 4 séismes majeurs, ils viennent tous de la zone de Cerberus Fossae. Donc on a réussi à démontrer, en fait c'est la toute première zone sismique qui a été découverte sur Mars. C'est pour ça qu'on est allé là-bas notamment, il y en a d'autres sur Mars qui ont été localisés. Donc c'est lié, on va dire, indirectement au volcanisme, parce qu'il y a des volcans pas loin qui font tout bouger en profondeur. En ce moment, j'ai l'impression qu'il se passe une opération un petit peu délicate aussi, c'est l'enfouissement d'un câble sur le sol martien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous donner des nouvelles de cette opération? Donc SEIS, il a été déposé sur le sol martien. Et comment il est relié à l'atterrisseur? C'est pas par onde radio, Wi-Fi, Bluetooth ou autre. Il y a un câble qui l'alimente électriquement et qui est utilisé pour lui envoyer des commandes et rapatrier ses données. Ce câble, il est déposé sur le sol. Il est, on va dire, à la merci des vents, des baisses de température, et il est assez sensible. En fait, on s'est rendu compte que quand justement à la tombée de la nuit, on va dire 17h, 18h, les températures chutent brutalement, on perd à peu près 80 degrés en 1 heure. Donc c'est énorme la baisse de température sur Mars.
Donc ça crée des craquements, on va dire thermoélastiques, qui viennent polluer comme des petits bruits, comme si quelqu'un éternuait sur les signaux sismiques, et donc ça vient quand même un petit peu nous polluer les mesures. Donc une manière de nettoyer ça, c'est d'isoler le câble thermiquement de ces baisses de température, et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre comme une petite couverture dessus, comme un petit duvet, en fait, avec autour de nous, il y a du sable, il y a de la régolithe, donc on est venu en prendre un petit bout là, à côté de SACE, et on est venu recouvrir une partie du taser. Ça s'appelle le taser. Le taser, c'est le câble qui relie l'instrument SACE à l'atterrisseur InSight, et donc on est venu prendre un petit peu de régolithe à côté, et on recouvre le câble et la partie qui est la plus proche de SACE, parce qu'on pense que c'est de cette partie-là que viennent les craquements. On a quand même des incertitudes sur la position finale du bras, et là on a un endroit où on met l'appel à peu près à cet endroit-là, on va dire au-dessus de l'instrument, et puis après on déploie, on ouvre l'appel. Donc ça, on a besoin d'un petit peu de place, et donc l'endroit où on a vraiment besoin au plus proche du câble de déposer le sable, on a un risque de venir toucher l'instrument, toucher le bouclier thermique, et on a une installation qui a pris du temps, elle est très bien, on ne veut pas y toucher, on ne veut pas prendre le risque de dégrader la qualité de l'installation sur place. Et donc c'est pour ça que les Américains nous demandent, dites-nous où vous voulez mettre, et puis dites-nous à partir de quelle hauteur vous voulez, on va dire, dropper le sable martien. Nous, on vous prévient, on ne descendra pas en dessous de cette hauteur, on ne s'approchera pas à moins de temps de l'instrument parce que c'est trop risqué, on ne veut pas prendre le risque de toucher, percuter, quoi que ce soit. Et donc, on prend les contraintes, on fait des tests, donc avec l'appel, on la prend, on dépose on fait les tests de recouvrement chez nous au CNES, on fait des vidéos, on fait des points toutes les semaines avec les Américains. On leur envoie nos tests, ils font des simulations, on teste des deux côtés, donc eux sur ordinateur, nous sur bande test, et puis après on le joue sur Mars. On a fait un dépôt, qui était je crois le 14 mars, le jour où on a reçu les données. Donc là, on est parti sur une deuxième phase, qui est continuer à gratter le sol pour assembler la régolithe sur Mars, et là on va pouvoir refaire une séquence de dépôt, on va déposer à un autre endroit. Je trouve ça assez fascinant parce que rien que pour une opération qui a l'air aussi simple que déposer du régolithe sur un câble avec une pelle, ça prend des semaines et des mois de préparation et des échanges entre le JPL. Et je pense à ça quand on pose la question souvent de « mais pourquoi envoyer des humains sur Mars à la place des robots ? Les robots font très bien le job. » Là, on voit avec un exemple vraiment très précis, très concret, que pour recouvrir un câble avec une pelle, c'est d'une complexité folle, alors qu'effectivement, des humains sur place, en 10 minutes, c'est fait, quoi. C'est ça, plus rapidement et bien mieux. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment, Charles, d'avoir répondu à mes questions déjà, puis de nous avoir vraiment fait faire un voyage, même immobile, sur la planète Mars, avec toutes ces fascinantes contraintes qui permettent d'explorer chaque jour ce petit coin de planète rouge. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne YouTube de String Theory. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner au compte Instagram de String Theory pour de la science et du fun chaque jour. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Spatialiste.